Bonjour tout le monde. Donc nous commençons le dernier chapitre de l'année, donc toujours sur les végétaux, mais sur un aspect qui va faire appel un petit peu à nos connaissances de génétique du début d'année, puisqu'on va voir comment l'homme a pu domestiquer les plantes afin de sélectionner les plantes sauvages les plus avantageuses pour lui, dans le but d'améliorer ses conditions de vie, donc que ce soit pour l'alimentation donc, de lui-même ou de ses animaux d'élevage, ou alors que ce soit pour l'énergie, pour l'habillement, la construction, la médecine, l'art, la culture, etc. Donc cette domestication des plantes a commencé il y a 10 000 ans à peu près, enfin, d'après les traces que nous en avons, les découvertes que les archéologues et historiens ont pu faire. Comment a-t-elle eu lieu? Comment on est passé d'espèces végétales sauvages à des espèces végétales domestiquées, intéressantes pour nous? Donc c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre, avec premièrement un premier TP sur les bases de la domestication, c'est-à-dire la sélection empirique par l'homme des plantes cultivées. Donc empirique, qu'est-ce que cela veut dire? Empirique, ça veut dire sélection par l'expérience. Donc ça veut dire que c'est une sélection des individus les plus avantageux sans faire de génétique, on va dire, de haut niveau. Ça, ce sera la deuxième étape de la domestication qui concernera le deuxième TP et dernier TP de l'année. Donc si je reprends un petit peu le travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui, euh, ça va être assez rapide, hein. Donc on voit trois exemples de plantes que nous avons domestiquées, donc le maïs en premier, le chou en deuxième, et enfin la carotte en dernier. Sur le maïs, donc pourquoi le maïs a été domestiqué, pourquoi pour nous il était intéressant de le domestiquer, donc vous auriez dû faire toute une série de petits tests chimiques pour voir la composition du maïs, et donc lorsque l'on fait ces petits tests, donc sur la correction, vous pouvez voir que ces tests chimiques révèlent la présence d'amidon, de glucose, même si l'amidon c'est un polymère de glucose, hein, et l'absence de lipides et de protéines. Donc c'est une plante dont les grains vont contenir des glucides, du sucre. Donc chose très utile pour nous. Alors, ensuite, on vous explique que l'homme a domestiqué le maïs par rapport à son ancêtre sauvage qu'on appelle la théocinthe. Donc, vous aviez un document qui permet de comparer, donc ça c'est pour la carotte, voilà, le plan de maïs à gauche et le plan sauvage initial, donc la théocinthe ici, une comparaison de ces grains, de ce qu'on appelle une panouille en termes, on va dire, local, et ce qui est un épi, donc épi de maïs, épi de théocinthe. Ensuite, sur la présence de ce qu'on appelle une glume. Voilà. On vous demandait donc de comparer ces deux espèces, voir comment les caractères ont évolué de l'un à l'autre. Donc simplement, déjà quand on regarde le plan de théocinthe et que l'on compare au plan de maïs, vous voyez qu'on a un plan beaucoup plus buissonnant, avec plusieurs tiges, alors que le plan de maïs, lui, a une seule tige. Un épi, une fleur mâle en haut, alors que comme il y a plusieurs tiges chez la plante théocinthe, plusieurs mâles, et les épis femelles, hop, tout le long de la tige, donc là il n'y en a qu'un, et sur chaque tige pour le plan sauvage. Donc vous voyez que l'on a ici un plan qui va être beaucoup plus facile à cultiver parce qu'on va pouvoir les planter en ligne, faire des raies et passer entre chaque raie sans être très embêté pour pouvoir ramasser les épis correctement. Alors que là, si vous faites des rangées de théocinthe, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué, ça va être beaucoup plus buissonnant, donc on va avoir beaucoup plus de mal à passer entre les raies et à ramasser les plantes. Donc on a sans parler de l'avantage de n'avoir qu'une seule plante mâle, on verra ça par la suite, voilà, on a déjà un plan qui sera beaucoup plus favorable à la culture. Ensuite, bon, quand on compare les grains de maïs, ici ça saute aux yeux, hein, on a des grains 2 à 3 fois plus gros chez le maïs que chez la théocinthe, donc vous voyez, on vous donne la masse de 10 grains de maïs, à peu près 2,7 grammes, et de théocinthe 0,6. D'accord, donc on multiplie par 4 le poids, ce qui permet un meilleur rendement. Ensuite, vous voyez que l'épi de maïs est beaucoup plus gros et comporte beaucoup plus de grains que l'épi de théocinthe.
Donc voyez, tout ça sont des avantages pour la récolte, pour le rendement. Ensuite, on voit que le grain de maïs, par rapport à la théocynthe, ne sera pas entouré d'une enveloppe protectrice qu'on appelle les glumes. Donc les glumes, c'est comme deux espèces de pétales qui vont venir solides, hein, très solides, venir recouvrir l'ensemble du grain, ce qui va le protéger donc de la sécheresse, des parasites. Donc on aura un grain beaucoup plus résistant chez la théocynthe que chez le grain de maïs. Donc voilà ce qu'il fallait retenir. Donc quel est l'avantage globalement si je reprends la correction? Donc on a quand même des points communs, c'est-à-dire qu'on a des épis mâles et femelles sur le même pied. Dans les deux cas, les grains contiennent de l'amidon. Par contre, lorsque l'on va comparer les deux, la tige principale est une tige principale très ramifiée chez la théocynthe, une tige principale sans ramification, donc ça facilite la culture dense et la récolte. L'épi est donc plus gros, donc meilleur rendement. Les grains sont plus gros, meilleur rendement. Les grains sont entourés de glumes, donc chez la théocynthe, le grain sera beaucoup plus résistant face aux maladies, alors que ce n'est pas le cas chez le maïs, donc ça facilite l'utilisation du grain, mais pas sa protection, c'est-à-dire qu'on va avoir un grain beaucoup plus vulnérable, mais plus facile à exploiter, puisqu'on n'aura pas besoin d'enlever ses glumes pour le récupérer. Et il y avait une note que j'ai pas montrée tout à l'heure, le comportement des grains à maturité. Ici, les grains mûrs tombent sur le sol, donc premièrement, la reproduction est impossible, et il faut les ramasser par terre, alors qu'ici, les grains restent fixés sur l'épi. Donc la reproduction est impossible sans l'intervention. Pardon, tout à l'heure, la reproduction était possible, le grain qui tombe par terre va pouvoir germer, alors qu'ici, le grain reste sur l'épi. Donc pour la récolte, c'est plus facile, il n'y a pas besoin de se baisser pour le ramasser, et surtout, la reproduction est impossible sans l'intervention de l'homme. C'est l'homme qui devra replanter des grains. Donc ça permet une maîtrise de la reproduction et des champs et des cultures par l'homme qui est indispensable pour la domestication de la plante. Alors ensuite, il y avait une question sur cette glume, pourquoi cette glume est devenue réduite chez le plant de maïs. Et bien on se rend compte que la longueur de la glume dépend des allèles que vous possédez. On s'est rendu compte que chez la théocynthe, on possédait les allèles TGA1 avec un T majuscule, c'est l'allèle sauvage, et lorsque vous possédez les allèles mutés, puisqu'il y a eu une mutation, et TGA1 avec T minuscule, et ben plus la longueur de la glume va augmenter. Donc plus vous possédez d'allèles sauvages, plus la glume sera petite, plus vous possédez d'allèles mutés, plus la glume sera... non, c'est l'inverse, plus vous possédez d'allèles sauvages, plus la glume sera grande, plus vous possédez d'allèles mutés, plus la glume sera petite. Donc en fait, la domestication, un jour, il y a eu un plant de théocynthe chez qui l'allèle muté est apparu. Ce plant de théocynthe a été repéré par l'homme car les grains étaient beaucoup plus accessibles, beaucoup plus faciles d'utilisation, et donc ils ont replanté ces grains, ce qui a permis la conservation de l'allèle muté et la fabrication d'un grain de maïs beaucoup plus facile à exploiter. Il y avait une question également sur la sélection des grains de maïs par l'homme. Vous voyez que ce qui va changer entre les variétés actuelles de maïs domestiquées, c'est le pourcentage en amylopectine et en amylose. Ce pourcentage, en fonction de ce pourcentage, vous pourrez faire différentes choses à partir de ces grains de maïs. Donc les variétés de maïs ont été sélectionnées en fonction de leur contenu en amylopectine et en amylose, et du coup nous sommes arrivés à partir d'une seule espèce sauvage initiale qui était la théocynthe, à plusieurs espèces de variétés cultivées. Donc d'une espèce sauvage, en fonction de ce qu'on a sélectionné, eh bien, on a pu aboutir à la formation de différentes espèces cultivées. Donc voilà, si je reprends un petit peu l'ensemble de ce que l'on a dit sur le maïs. Donc l'homme, au final, comment il a joué, sans avoir de connaissances sur la génétique, il a simplement sélectionné les individus qui exprimaient des caractères avantageux pour lui, et il a replanté les graines de ces individus-là. Si l'individu possède que des grosses graines, les individus qui possèdent des grosses graines sont avantageux, donc on va replanter ces graines-là, et du coup on aura plus d'individus à grosses graines aux générations suivantes. Les individus qui ont des petites glumes permettent une utilisation plus facile, donc on va les replanter, et ainsi de suite. Et du coup on a pu arriver à sélectionner des caractères avantageux et à faire en sorte qu'au fil des générations, on obtienne une variété qui regroupe toutes ces capacités intéressantes, toutes ces caractéristiques intéressantes.
Donc voilà pour le maïs. Ensuite, on a un deuxième exemple, le chou. Donc pareil, ici vous aviez un plant de chou sauvage. Ce plant de chou sauvage, il est légendé, donc l'inflorescence, donc les fleurs au bout, les bourgeons sur les côtés, les feuilles, la tige, voilà, toutes les parties de la plante. Le but, c'est à partir des différentes variétés de choux actuelles, donc 4 qui nous intéressaient, visibles sur le site de la fac de Paris Jussieu, d'essayer de comprendre quel a été l'organe de la plante qui a été sélectionné car avantageux pour nous. Alors, si je prends la correction, voilà. La première espèce que vous aviez à étudier, c'était le chou paumé ou le chou frisé. Ici, lorsque l'on compare une coupe de chou paumé par rapport au chou initial, eh bien euh, nous avions pu mettre en évidence que la tige était bien plus courte dans cette variété-là et les feuilles bien plus nombreuses. Donc qu'est-ce qui a été sélectionné? Qu'est-ce que l'on mange lorsque l'on mange un chou paumé ou un chou frisé? Ce sont les feuilles, qui sont ultra développées. Ensuite, chez le brocoli, puisque c'est une variété de chou, qu'est-ce qui est surdéveloppé par rapport à la plante initiale? Ce sont les inflorescences, les petites fleurs. C'est ce que nous mangeons lorsque nous mangeons le brocoli. Chez le chou rave, qu'est-ce qui est surdéveloppé? C'est la tige. Vous voyez, il n'y a plus de fleurs, les feuilles sont longues et fines, pas intéressantes, mais la tige est très développée, très juteuse, donc c'est celle-là que l'on va manger. Et enfin, lorsque l'on mange des choux de Bruxelles, ce sont les bourgeons qui sont surdéveloppés. Donc vous voyez, à partir de la plante initiale, et des individus qui apparaissaient soit avec des feuilles plus surdéveloppées, des tiges surdéveloppées, des bourgeons surdéveloppés, ben on sélectionnait ces individus-là, on les a replantés, et petit à petit, au fil des générations, ça a permis de créer des variétés cultivées avec un caractère intéressant pour notre alimentation. Enfin, dernière, donc là vous avez les bourgeons du chou de Bruxelles. Dernier exemple à traiter, la carotte. Donc on vous faisait comparer une carotte sauvage à la carotte cultivée. Donc là vous aviez la photo d'une carotte sauvage. La carotte cultivée, j'ai pas mis, hein, vous savez tous. Donc vous voyez la différence. La racine qui est surdéveloppée chez les carottes cultivées actuelles, donc la racine pivot, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule grosse racine qui tient l'ensemble, qui est beaucoup plus développée, qui est orange et pas blanche, alors qu'au niveau de l'appareil collinaire, les feuilles sont plus développées sur la racine cultivée, mais il y a peu de différence. Quand on compare leur contenu en carotène et xanthophiles, donc des pigments qui confèrent leur couleur à la plante et leur goût, eh bien vous voyez que il y a très peu de carotène et de xanthophiles chez les espèces sauvages et énormément chez les espèces cultivées. Donc voilà le tableau comparatif des deux espèces. Donc au niveau de l'appareil collinaire, donc les feuilles sont finement divisées, elles sont identiques dans les deux cas. Au niveau de la racine, on a une seule racine grêle, blanc, beige chez la carotte sauvage et une racine très développée orange. Voilà. Si on regarde pourquoi chez ces espèces cultivées il y a une forte production de carotène, et bien on se rend compte que cette synthèse de carotène dépend de la présence d'une enzyme, l'enzyme PSY, qui est présente, très exprimée chez les carottes cultivées, et très peu exprimée, elle est présente, mais très peu exprimée chez les carottes sauvages. Donc un jour, il y a une carotte qui s'est mise à exprimer davantage ce gène suite à une mutation, ce qui a permis d'avoir une racine beaucoup plus développée, juteuse, qui a été sélectionnée au visuel par l'homme, de manière empirique, qui a replanté ainsi de suite les graines de cette carotte pour conserver ce caractère intéressant. L'avantage de manger des carotènes, on s'est rendu compte que, c'est dans le petit texte qui termine ce TP, on se rend compte que l'homme a besoin d'un apport régulier suffisant en carotène pour sa vision. Et donc, l'apport en carotène est ultra important pour la vision de l'homme, c'est ce qu'on vous mettait ici, et on s'est rendu compte que chez beaucoup d'enfants qui avaient été qui présentaient des maladies oculaires à la naissance et des cécités visuelles, c'était dû à un déficit en vitamine A, donc présent dans la carotte, donc c'est quelque chose, donc on donne des compléments alimentaires aux mamans pour être sûr de ne pas avoir de problème à ce niveau-là. Voilà, donc si on reprend la leçon, les termes importants sont les suivants, donc le terme de domestication empirique, c'est
plantes cultivées sont issues de la sélection d'espèces sauvages réalisée par l'homme au cours d'un processus appelé domestication, commencé il y a 10 000 ans. Parmi les espèces sauvages, il existe une diversité naturelle liée à des mutations, comme TGA1 pour l'agrume, par exemple, et à des hybridations naturelles, comme vu au début de l'année, la polyploïdisation. Donc ça, c'est la diversité naturelle des espèces sauvages. Elle est liée aux mutations et aux hybridations. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on repère les individus qui présentent des caractères avantageux et on replante les graines. Donc c'est l'objet du petit 1, de la plante sauvage à la plante cultivée. Parmi ces diversités naturelles, l'homme a sélectionné les individus qui présentaient des caractères favorables pour lui, mais non favorables pour la plante sauvage. Pour le maïs, le fait d'avoir des glumes réduites, c'est favorable pour l'homme parce que c'est facilement exploitable, mais c'est peu favorable pour la plante sauvage parce que le grain est plus soumis aux parasites. Donc la plante cultivée devient mal adaptée à la vie sauvage, mais bien adaptée à la vie domestique. Pour cela, il n'a récolté et semé que les graines provenant des individus à caractère favorable. C'est une sélection dite phénotypique, donc sur le phénotype, sur les caractères visuels que l'on voit. Et comme c'est fait sans aucune connaissance en génétique, on dit qu'elle est faite de manière empirique, par l'expérience, en tâtonnant un petit peu. Il a aussi fait des croisements entre individus à caractère favorable, en répétant cela très longtemps, donc il a mis lui-même des grains de pollen sur des pistils de variétés différentes, pour croiser et avoir les caractères avantageux de deux espèces différentes en une seule. En répétant cela très longtemps, l'homme a pu entraîner l'augmentation de la fréquence des allèles avantageux pour lui chez les espèces cultivées, qui sont caractérisées par des caractéristiques génétiques différentes de celles des plantes sauvages. On obtient donc une diminution de la diversité génétique naturelle suite à la sélection. Petit 2, la diversité des variétés cultivées pour une même espèce, c'est une forme de biodiversité. Donc pour une même espèce, plusieurs variétés cultivées ont été sélectionnées pour des caractères différents, et donc ce qui est important, voilà, les deux tirés sont les exemples, c'est ça, c'est que la sélection variétale aboutit à une grande diversité de variétés cultivées, dites de pays ou paysannes ou cultivars. C'est une forme de biodiversité. Donc voilà ce qu'il y a à retenir pour ce chapitre. Donc, sur ce grand 1 de ce chapitre, il nous restera le grand 2, cette fois-ci sur la sélection scientifique. Donc quand l'homme a compris un petit peu comment fonctionnait la génétique et qu'il a fait des progrès au niveau de la science et de ses outils, il a pu directement agir sur l'ADN de ces plantes pour créer de nouvelles variétés. Donc ça, c'est la sélection scientifique. C'est ce qui fera l'objet du dernier TP de la semaine prochaine et de la fin du cours. Merci à vous.